Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par la FNEJEC et qui a pour sujet l'apprentissage, un bilan positif et prospectif pour les établissements. Donc ce webinaire dure 45 minutes, il sera bien sûr disponible en replay et vous pourrez télécharger à la fois le support de présentation mais également le rapport et la synthèse. Donc je me présente, je suis Aurélie Delgove, je suis responsable développement des compétences pour la FNEJEC et en charge de l'animation des commissions paritaires. Et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Catherine Bétourné, qui est directrice de projet au sein du cabinet Paradoxe Conseil. Bonjour Catherine. Bonjour, merci Aurélie. Alors, le webinaire est organisé on va pouvoir passer les slides en 4 parties. Tout d'abord, on va revenir en fait sur les objectifs du webinaire. On va faire un état des lieux de l'apprentissage. On va également évoquer les freins et les leviers au développement de l'apprentissage pour nos établissements. Et ensuite, on fera un focus sur les métiers et les compétences et également les fiches d'action en lien avec donc l'apprentissage pour la branche. Donc, on est bien d'accord que quand on parle de l'interbranche des établissements d'enseignement privé, on associe à la fois les établissements EPNL, mais également les établissements de l'enseignement privé agricole. Donc, on a battu des records cette année avec les aides de l'État sur la contractualisation via des contrats d'apprentissage. C'est 980 000 apprentis qui ont été enregistrés en 2022, soit un essor de plus de 140% contre 300 000 en 2017. L'étude avait pour objectif, il y en avait 5 objectifs sur l'étude qui a été commanditée donc au cabinet Paradoxe. C'était tout d'abord développer comment en fait on va développer une politique d'apprentissage au sein de la branche en étant force de proposition sur l'accompagnement et la formation des salariés et des établissements. C'est également réaliser un état des lieux précis des recrutements en contrat d'apprentissage dans chacune des 2 branches constituant en fait la branche des établissements d'enseignement privé et également identifier les métiers émergents, ceux qui sont en voie de disparition ou d'évolution, pour en fait pouvoir planifier l'évolution des métiers, notamment la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On a également eu comme objectif d'identifier les principaux freins et les leviers sur lesquels agir pour développer l'apprentissage au sein des établissements. L'objet de cette étude, c'était également de proposer des pistes d'action pour dynamiser en fait le nombre de recrutements. Cette étude a été divisée en 2 grandes étapes entre 2022 et 2023. La première, c'est une étude quantitative qui a été commanditée et réalisée par Acto en juin 2022. Fort des résultats de cette étude quantitative, nous avons pu lancer une étude qualitative avec le cabinet Paradoxe et Catherine Bétourné, qui nous a permis en fait de restituer l'intégralité en fait de ces 2 volets d'études et d'avoir un rapport complet livré en avril 2023. Le rapport et la livraison en fait de ces études ont été validés jeudi dernier dans le cadre de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, la CPNEFP. Au niveau de l'étude, donc en fait qualitative, nous avons et le cabinet Paradoxe a réalisé un nombre important d'entretiens, des entretiens exploratoires avec des personnels experts au sein de la branche, mais également des entretiens avec des établissements du réseau, à la fois des établissements agricoles, mais aussi EPNL. Donc 20 avaient eu recours à l'apprentissage, 10 n'avaient pas eu recours à l'apprentissage. On a également eu des entretiens avec des CFA de l'interbranche et également 10 entretiens avec des apprentis, avec des profils variés pour vous montrer en fait la pluralité en fait des acteurs de l'apprentissage au sein de la branche. Après cette brève introduction, je vais laisser la parole à Catherine qui va revenir en fait sur l'état des lieux de l'apprentissage et vous présenter en fait en synthèse le rapport qui a été donc livré la semaine dernière. Vous avez la possibilité de déposer des questions sur l'onglet de messagerie. Nous pourrons y répondre en fin de webinaire. Je vous passe la parole, Catherine. Merci. Merci Aurélie pour cette introduction. On va commencer par l'état des lieux de l'apprentissage dans l'interbranche. D'abord par un très bon chiffre, 1571 apprentis. Oula, ça s'échappe un peu vite. Je remets. Voilà. Donc 1571 apprentis. On a vu par rapport à
Bon, je vais vous le laisser un petit peu comme ça parce qu'il est en automatique, donc je suis désolée. Donc, c'est surtout une croissance de plus 571% d'apprentis dans l'interbranche, et comparé par rapport au national, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, des chiffres qui sont vraiment extrêmement importants au niveau… Alors, je vais essayer de poser pour pas qu'il défile en automatique. Désolé, on n'avait pas anticipé ça. Pour revenir sur ces chiffres-là. Donc, c'est vraiment un score qui est extrêmement important. On va le voir, les motivations pour l'apprentissage, elles sont extrêmement importantes et variées au niveau des établissements. Une transmission, parce que c'est l'ADN de la branche, et ça, c'est extrêmement important de pouvoir transmettre au sein de vos établissements et d'assurer ce rôle sociétal qui est important, d'être cette transmission d'informations et d'accompagner l'intégration des jeunes dans le monde du travail. C'est aussi une modalité de recrutement pour un grand nombre d'établissements. Bien sûr, le levier des aides financières a eu un apport positif en faveur de l'apprentissage, tout comme la fin des contrats aidés. On a vu une transmission des contrats vers l'apprentissage. Il y a bien sûr cette transmission intergénérationnelle qui est importante pour passer le relais. Quand on a une pyramide des âges avec une partie importante de salariés au sein de l'interbranche qui est dans des âges qui vont arriver à la retraite dans 5 à 10 ans, cette transmission via l'apprentissage pour les jeunes est quelque chose qui est important et qui est un vecteur de transmission intergénérationnelle. C'est aussi une aide pour la charge de travail. Dans des plus petits établissements, les apprentis ont un recours à l'apprentissage pour aider à bien accompagner les jeunes et d'avoir cette capacité de ressources supplémentaires. Et puis également, on le verra par la suite, l'apprentissage peut être un apport en compétences émergentes. De nouvelles compétences sont nécessaires dans les établissements. On parle de la communication, on parle des réseaux sociaux, on parle du marketing, on parle du digital d'une manière générale, avec notamment la cybersécurité. Donc, il y a des enjeux qui sont importants. Et dans des établissements de plus petite taille, ces postes ne peuvent pas représenter un poste à plein temps et encore moins. Et donc, même à temps partiel, c'est un petit peu compliqué. Donc, voilà des motivations pour avoir recours à l'apprentissage pour les établissements qui ont déjà eu recours à l'apprentissage. En termes de sociodémographie des apprentis, alors, les apprentis ont en moyenne 21 ans. Ils sont à 99% en CDT, ce sont 60 à 79% des femmes et une faible partie sont en situation de handicap. La particularité de votre branche, c'est d'avoir énormément recours à des CAP. Quand on compare au niveau national, il y a une surreprésentation des CAP et une représentation beaucoup plus faible des Bac+3, Bac+5. Les formations qu'on retrouve le plus dans le top 5 des formations qui sont utilisées par les établissements, il y a le CAP accompagnement éducatif petite enfance, le BTS gestion de la PME, le Bac Pro service aux personnes et aux territoires, le BTS service informatique aux organisations et le CAP agricole service aux personnes et vente en espace rural. Ces 5 top formations représentent plus de la moitié des formations qui sont utilisées en apprentissage. On s'est interrogé au cours de cette étude sur la perception de l'apprentissage en mode 360 degrés, c'est-à-dire la perception des établissements, la perception des maîtres d'apprentissage, la perception des CFA et également celle des apprentis. On s'est aperçu qu'il y avait des freins qui n'étaient pas forcément des freins avérés, mais des freins perçus, et que cela nécessiterait d'apporter plus d'informations, d'accroître la communication pour que tous les établissements puissent trouver et connaître les solutions qui permettraient de lever ces freins.
Dans les principaux freins qui ont été anticipés, qui étaient anticipés ou réels, mais qui ont été cités par les établissements interrogés, c'est la faible connaissance du dispositif et de son financement. Il est vrai que le dispositif a beaucoup changé depuis la loi Avenir professionnel, beaucoup de changements et pas forcément le temps de faire de manière proactive une veille pour connaître les modifications sur ce dispositif. Deuxième frein évoqué par les établissements, c'est la faible connaissance de l'offre de formation en apprentissage qui serait adaptée aux établissements de l'interbranche. Troisième frein, peu de disponibilité et de compétences sur les métiers émergents. C'est vrai qu'on impose aux maîtres d'apprentissage d'avoir une expérience sur le métier et l'apprenti qui l'encadre. Donc, c'est vrai que ça représente un frein pour aller chercher ces compétences émergentes qui sont pourtant vraiment utiles et dont il y a un besoin fort dans les petits établissements. Des rythmes d'alternance sont jugés avant de connaître les possibilités qui existent vraiment, peu compatibles avec l'organisation de certains établissements de plus petite taille. Et puis, des formalités administratives qui sont jugées ou anticipées comme complexes et chronophages. Là, on a à peu près l'ensemble des freins qui ont été évoqués par les établissements. Et pourtant, c'est ce qu'on a vu et c'est vraiment l'apprentissage le plus important dans cette étude, c'est qu'il y a des solutions qui existent déjà dans l'interbranche et qu'il faut arriver à mettre en face de ces freins pour pouvoir faire connaître les solutions existantes. Tout d'abord, le premier relais pour aider et accompagner les établissements qui n'ont pas encore eu recours à l'apprentissage, ce sont les CFA eux-mêmes. Ils sont de grands facilitateurs de l'apprentissage. Ils sont capables de réaliser une information extrêmement précise sur le dispositif. Ils aident sur les formalités administratives avec la complétude du CERFA qui peut apparaître comme vraiment complexe pour certains établissements. Ils ont une démarche proactive pour proposer d'eux-mêmes des apprentis répondant aux besoins des établissements. Et puis en plus, ils ont la capacité d'adapter les rythmes d'alternance avec notamment, on le verra, l'annualisation du temps de travail pour pouvoir, ou alors avec un deuxième employeur, on verra ces solutions pour s'adapter aux établissements qui ferment pendant les périodes de vacances scolaires. Deuxième levier, les outils de la branche, comme ce webinaire organisé aujourd'hui, et d'Acto, pour faciliter le recrutement. Il existe de nombreux outils qui peuvent être mis à disposition des établissements, des fiches dispositives, il y a un guide Acto sur l'apprentissage, il y a un simulateur pour connaître vraiment le cours réel de l'apprenti, il y a une FAQ qui réunit toutes les questions qu'on peut se poser sur l'apprentissage, des fiches de poste existent dans Isidore, il y a des capsules vidéo qui montrent les métiers qui peuvent être utilisés et les formations adaptées à l'apprentissage dans l'interbranche, et puis bien sûr les webinaires organisés par la branche. Un point extrêmement important qui a été cité par un très grand nombre d'établissements, c'était le manque de visibilité sur la pérennité des aides. C'est vrai que les aides ont été poursuivies de 6 mois en 6 mois par le gouvernement avant d'être prolongées jusqu'à la fin du quinquennat. Et ce manque de visibilité était compliqué pour certains établissements parce qu'on s'engage sur un apprentissage sur 2 ans et quand on connaissait que les aides ne seraient pérennisées que pour 6 mois, l'inconnu ne donnait pas confiance pour s'engager sur 2 ans. Là, on a vraiment eu l'information du gouvernement et du ministère du Travail. Les aides sont toutes reconduites jusqu'à la fin du quinquennat qui permet de soutenir ces embauches financièrement. Il existe aussi des solutions qui sont particulièrement adaptées à vos établissements. L'annualisation du temps de travail, ce qui permet vraiment d'avoir du temps renforcé dans les périodes clés, comme à la rentrée, de pouvoir alléger, voire supprimer le temps pendant les périodes de congés scolaires et d'avoir vraiment cette agilité
dans l'emploi du temps des apprentis qui permet de répondre aux contraintes de chacun des établissements. Il y a la possibilité aussi d'avoir 2 employeurs pour un apprenti. Donc 2 solutions, si on reparle des compétences émergentes qui sont nécessaires pour certains établissements, comme du digital, l'apprenti peut avoir un employeur qui est l'établissement et peut, par exemple, avoir un autre employeur pendant les périodes où l'établissement est fermé. Si on repart du CAP ex-petite enfance, on peut avoir une crèche et l'établissement scolaire. Et donc, l'apprenti, pendant que l'établissement est fermé, peut aller faire son alternance dans une crèche, par exemple. Et puis, on peut avoir 2 maîtres d'apprentissage, l'un hiérarchique au sein de l'établissement et l'autre fonctionnel qui peut être dans le CFA lui-même, qui va servir de guide sur tous les aspects techniques et qui va apporter son expertise technique pour pouvoir, par exemple, intégrer un apprenti dans le digital, dans le marketing, dans la communication, dans les réseaux sociaux. Qu'on a vu également, c'est que par rapport à la moyenne nationale, les maîtres d'apprentissage sont moins formés au sein de l'interbranche. Peut-être parce que déjà, ils ont des capacités pédagogiques qu'il n'y a pas forcément dans d'autres secteurs. Ils n'ont pas forcément exprimé le besoin d'être formés, mais c'est un axe de développement qui pourrait être fait pour pouvoir professionnaliser la formation des maîtres d'apprentissage, favoriser l'intégration des apprentis avec des outils professionnalisants. Si on regarde les métiers et les compétences émergents, obsolescents, ce sont des questions qu'on a posées aux différents établissements pour savoir quelles sont les compétences émergentes dont vous avez besoin ou alors dont vous auriez besoin dans les 5 années à venir. Les réponses ont été vraiment extrêmement convergentes. Tout d'abord, un responsable, un chargé d'informatique. C'est compliqué, il y a de plus en plus de RP, que ce soit en comptabilité, en RH, pour le note, pour les interactions avec les parents d'élèves. Il y a des enjeux de cybersécurité qui deviennent de plus en plus importants et on a un besoin vraiment émergent sur ces aspects-là. Deuxième axe, qui ont été le plus cités par les enseignements, c'est besoin d'un webmaster ou en tout cas quelqu'un qui aurait la capacité de pouvoir actualiser le site internet, de mettre en forme des contenus et puis de maintenir la plateforme technique, s'occuper aussi du référencement, mais gérer ces aspects-là qui ne représentent pas pour les établissements de taille les plus petites un poste même à temps partiel. Et puis, pareil, on nous a cité le community manager en nous disant on a besoin de compétences émergentes pour être le garant de la présence et de la réputation de l'établissement sur les réseaux sociaux. C'est des compétences qu'on n'avait pas auparavant, qui deviennent importantes et sur lesquelles on a besoin d'apport de compétences. Enfin, dans les CFA, puisqu'on a vraiment interrogé l'écosystème dans la totalité, les CFA nous ont dit on a besoin, nous, de chefs de projet parce qu'il y a de plus en plus de projets qui sont émis via le PIC ou le ministère du Travail, des EDEC, enfin en tout cas plein de fonds d'État sur lesquels on pourrait récupérer, qui nous permettraient de digitaliser notre contenu ou d'accès à de l'innovation. Donc là, on aurait besoin d'aide pour répondre à ces appels d'offres. Quand on leur a demandé, est-ce qu'il y a des compétences ou des métiers obsolescents, les établissements ont été unanimes. Il n'y a pas de compétences obsolescentes pour les établissements. Par contre, il y a des métiers qui sont en évolution et parfois même en forte évolution.
Ils ont cité les postes de secrétariat dont le périmètre s'élargit avec une charge de travail qui est différente mais tout aussi importante, voire plus importante, avec peut-être un peu moins de saisie, mais plus de coordination, plus d'interaction avec les parents, des dossiers plus complexes à gérer, des emplois du temps à suivre en continu et besoin de beaucoup plus d'interaction pour soulager le chef d'établissement dans ses tâches au quotidien. Dans les métiers en forte évolution, on nous a aussi parlé de l'assistanat comptable, qui aussi évolue vers plus un poste d'attaché de gestion financière, et là aussi avec un périmètre élargi, des compétences nouvelles, parce qu'il faut connaître de nouveaux logiciels, de nouvelles solutions digitales, des ERP, et des tâches qui demandent de plus en plus de qualifications. Sur les grands changements dans les métiers et les compétences, les établissements ont également évoqué les métiers qui s'externalisaient, avec parfois des changements qui se sont opérés au niveau du Covid, avec peut-être des retours en arrière qu'il faudra continuer à suivre et voir évoluer, notamment les métiers de la restauration, surtout les établissements qui sont situés en zone rurale, qui ont eu une tendance d'externaliser les métiers de la restauration. Et pareil, sur l'entretien, on a vu aussi cette tendance qui était déjà croissante avant le Covid, avec parfois des haltes, parce que c'est vrai que quand les établissements étaient fermés, continuer à payer l'externalisation, c'est aussi compliqué. Donc, voir comment le Covid, et ça sera à continuer l'observation, de voir est-ce que ça change la tendance qu'il y avait auparavant. L'important, c'était que cette étude soit vraiment dynamique pour voir comment on peut continuer vraiment cette croissance très forte qu'il y a dans l'interbranche et de voir comment on peut apporter des solutions aux établissements qui n'ont pas encore eu recours à l'apprentissage et continuer à aider les établissements qui ont déjà eu recours à l'apprentissage. Première chose, hein, on l'a vu, c'est une mise en relation. Il y a des établissements qui ont besoin d'informations. Il y a une information large, précise, outillée, marketée sous différents formats qui existent au sein de la branche, de l'interbranche, mais aussi au sein d'Acto. Il y a un vrai besoin d'assurer l'information et la promotion de l'apprentissage de manière centralisée et de manière où ce soit vraiment la proactivité de la branche et d'Acto d'amener l'information vers les établissements plutôt que d'attendre que l'établissement aille et réussisse à la trouver. Donc, c'est un vrai besoin d'amener l'information, de la regrouper, de la centraliser et d'apporter cette information pour éviter d'avoir à aller la chercher en différents lieux et sans savoir ce qui existe vraiment, rendre complexe la recherche d'informations. Deuxième point, un intérêt majeur pour l'interbranche de diversifier les formations en apprentissage. On l'a vu, les apprentis dans l'interbranche sont surtout des CAP et sont à un niveau qui sont du coup, vous intégrez des apprentis qui sont très jeunes. Et quand on regarde en fait les embauches à l'issue de l'apprentissage, ils sont moins élevés que la moyenne nationale, juste parce que vous intégrez surtout des CAP et des bacs pro. Il y aurait vraiment un intérêt dans les établissements d'intégrer des bacs plus 3, des bacs plus 4, des bacs plus 5, qui seraient plus faciles à embaucher à l'issue de leur apprentissage, notamment pour assurer une transmission intergénérationnelle et puis les embaucher d'une manière durable. Quand on voit la durée d'un apprenti après son embauche, en moyenne, il reste 5 ans dans un établissement. Donc, il y a un travail à faire sur l'intégration. Les bénéfices attendus, c'est une facilité. Hein. On nous a parlé aussi, plus les apprentis sont jeunes, plus
il y a de difficultés à les encadrer et plus ça prend de temps dans les établissements. Donc, c'est sûr que l'intégration d'apprentis au niveau Bac+3, Bac+4, Bac+5 nécessite un accompagnement qui est moins chronophage et moins complexe. On a peut-être des questions à ce stade? Non, pas encore. Pas encore. On va peut-être les réunir à la fin. À la fin, parfait. Il y a un besoin extrêmement important des établissements d'un accompagnement sur les formalités administratives. Une grande complexité à remplir ces fameux CERFA qui viennent encore plus d'être changés par le gouvernement. Ce besoin d'accompagnement, il est vraiment fort. Même si les CFA rendent service, il y a quelques champs qui sont de plus en plus compliqués à remplir. Donc ça, il y a besoin de cette aide. Et puis, parce que il y a vraiment des effets collatéraux. S'il y a un champ qui n'est pas bien rempli dans le CERFA, ben ça optimise du coup les délais pour le traitement du coup des aides et ben, l'ASP me prend encore plus de temps. Il faut un retour avec Acto, donc c'est extrêmement important d'être accompagné du côté administratif pour pouvoir remplir de manière parfaitement correcte le CERFA pour pouvoir optimiser le circuit et obtenir les aides le plus tôt possible, même si c'est toujours perçu comme long par chacun des établissements. Un axe important, hein, c'est la professionnalisation et la valorisation de la fonction maître d'apprentissage. Tous les établissements qu'on a rencontrés et les maîtres d'apprentissage qu'on a rencontrés étaient volontaires pour assumer cette mission et puis la trouver valorisante avec l'échange avec les jeunes. Donc ça, c'était un point qui était extrêmement important, même s'ils citaient que cette mission s'ajoute à leur fonction habituelle et qu'ils n'avaient pas forcément du temps dédié pour assurer cette mission. Et cette mission pouvait être quand même très importante au regard de la jeunesse des apprentis qui avaient pour ceux qu'on a interrogés, la plupart du temps, c'était leur première expérience dans le monde du travail. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, un besoin de reconnaissance morale, un besoin de reconnaissance financière, et puis un besoin d'avoir du temps dégagé pour pouvoir assumer de manière optimale cette fonction. L'apprentissage a pour vocation d'être un vecteur de recrutement. Il l'est un peu plus dans d'autres branches que dans la vôtre, hein. On l'a vu, ça s'explique par la jeunesse des apprentis qui poursuivent souvent leurs études au-delà du CAP et qui ne sont pas en position d'être embauchés à la fin de leur contrat d'apprentissage. Là, c'est important d'accompagner et de se servir plus tard de l'apprentissage comme vecteur de recrutement pour répondre d'abord à la tension sur le marché du travail. Hein. Il y a des tensions extrêmement importantes, quelles que soient les branches, sur le recrutement. Il y a aussi une pyramide des âges qui fait qu'il va y avoir des départs très importants sur les prochaines années, donc un besoin de renouvellement des effectifs et un besoin de rajeunissement des effectifs. Et l'apprentissage peut être un vecteur pour y répondre. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de pouvoir accompagner et professionnaliser ces recrutements pour se dire non seulement je ne cherche pas un apprenti juste pour les 2 ans à venir pour accompagner sur des compétences émergentes, sur un besoin de ressources complémentaires, mais je le fais d'une manière professionnelle en me disant que je vais faire ce recrutement dans l'optique de garder l'apprenti au-delà de son contrat d'apprentissage et que ce soit un recrutement, un vecteur comme d'autres vecteurs de recrutement que l'on a au sein de l'établissement.
Donc là, vous êtes aussi très bien outillé, hein, vous avez beaucoup d'outils dans ICRH que vous pouvez utiliser avec des fiches de poste. Et ça, c'est important d'accompagner les établissements dans cette démarche. En conclusion, une dynamique extrêmement forte sur l'apprentissage, avec des chiffres qui sont éloquents, avec cette croissance de plus 571%. Une dynamique qui repose sur des maîtres d'apprentissage qui sont engagés et bienveillants et qui ont donné un feedback dans l'étude. On a interrogé les apprentis qui ont plébiscité le rôle des maîtres d'apprentissage, qui l'ont trouvé bienveillant, à l'écoute, attentif et qui ont permis de vraiment les faire grandir. Et ça a été vraiment quelque chose qui a été relayé par l'ensemble des apprentis interrogés. Non, alors j'ai une question. Lorsque vous dites qu'un apprenti reste 5 ans en moyenne dans son entreprise, incluez-vous le temps de formation? Non, ce sont les 5 ans à partir du début de son CDI, en fait. Hein. C'est la moyenne nationale qui a été publiée. C'est une étude de la DARES. L'intégration des apprentis pourrait être professionnalisée. On l'a vu dans les établissements interrogés. L'intégration est souvent réalisée de manière informelle. Elle se fait souvent par une prévisite au mois de juin de l'établissement et puis ensuite, à l'occasion de la rentrée, il y a souvent une visite des locaux et puis une présentation de l'établissement. C'est vrai que des outils pourraient faciliter l'intégration par les établissements qui pourraient être partagés pour ensuite être personnalisés par les établissements. Donc ça pourrait être quelque chose qui faciliterait le travail des établissements. Les freins donc, qui sont anticipés ou avérés et qui limitaient encore l'accès de l'apprentissage, ils nécessitent de communiquer de manière large sur toutes les solutions qui sont disponibles au sein de l'interbranche. Les CFA, on l'a vu, en sont les relais, ils sont facilitateurs, ils peuvent répondre à quasiment la totalité des demandes et des besoins, des contraintes des établissements. Donc, il y a vraiment des solutions qui existent et qui permettent de lever, en tout cas, tous les freins qui ont été évoqués dans le cadre de cette étude. Les leviers sont là, les outils sont là. La conclusion de l'étude, c'est que le besoin, c'est de mettre en relation les établissements avec les solutions, les outils, les contacts qui existent pour pouvoir vraiment faciliter l'accès à ce dispositif d'apprentissage qui peut se révéler, vu de l'extérieur, comme assez complexe. Donc, l'idée, c'est vraiment de relayer toutes ces conclusions à la branche, hein, ce qui a été fait, comme le disait Aurélie, au cours de la CPNEFP de la semaine dernière, pour pouvoir donner les moyens à la branche d'aider au maximum, vous, établissements, dans vos démarches de recruter des apprentis. Merci Catherine pour cette présentation synthétique et très claire en fait de cette étude. Donc c'est une étude bien sûr qu'on a synthétisée, donc on va mettre à disposition l'intégralité du rapport. Comme il nous reste quelques minutes encore, est-ce qu'on pourrait revenir sur la plus-value en fait du contrat d'apprentissage pour les établissements? Revenir à la fois sur ce qui concerne les établissements et aussi la plus-value pour les apprentis. Alors pour les établissements, il y a vraiment un plus-value, c'est d'abord, on l'a dit, hein, ce mélange intergénérationnel, cette dynamique qu'apportent les apprentis avec cette énergie positive qui vient de l'extérieur, un apport parfois pas forcément de compétences, mais de disponibilité avec l'envie d'être utile, et on le verra quand on regardera la plus-value des apprentis, c'est vraiment ce sentiment et cette volonté d'être utile à l'établissement. C'est vrai que pour la plus-value pour l'apprentissage, c'est aussi se doter de nouvelles compétences sur ces métiers, le digital, le marketing, les réseaux sociaux. Pareil, c'est aussi se doter de compétences à un moment où on a
des moments du mois ou de l'année, des pics d'activité. Je pense au niveau des RH, au niveau de la paye, au niveau de la comptabilité, au moment des clôtures, au niveau aussi par exemple, des emplois du temps, quand on est, par exemple, sur des maternelles où on a besoin d'un encadrement et d'avoir des personnes pour pouvoir accueillir de manière optimale les petits élèves. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, donc, des compétences émergentes, des ressources supplémentaires, le moyen de combler des activités qui ne peuvent pas représenter un poste à temps complet ou un poste à temps partiel. Et puis aussi, c'est aussi d'assurer un rôle qui est le rôle de votre branche, hein, de faciliter l'intégration des jeunes dans le monde du travail, qui mieux que votre branche est capable de jouer ce rôle social d'intégration dans le monde du travail. Si on regarde du côté des apprentis, les apprentis, ils nous ont parlé, bien sûr, c'est formidable de pouvoir avoir une formation qui est payée, et puis en même temps qui est pragmatique, qui est concrète et qui vous donne l'opportunité de rentrer en douceur dans le monde du travail en étant accompagné de manière bienveillante par un maître d'apprentissage qui est à votre écoute et qui vous facilite cette intégration dans le monde du travail, avec la possibilité d'avoir toujours cette interaction entre j'apprends, j'expérimente, je retourne dans mon établissement scolaire, j'apprends des nouvelles compétences, je les expérimente dans le monde du travail. Donc, c'est vraiment un rythme qui correspond à beaucoup d'apprentis qui ont été interrogés et qui leur permet en tout cas d'avoir la possibilité de faire des études qu'ils n'auraient peut-être pas pu ou eu les moyens de faire si l'apprentissage n'existait pas. Donc on voit que c'est vraiment un contrat gagnant-gagnant à la fois, pour l'établissement, mais également pour les jeunes qu'on peut accueillir, dans les établissements. Est-ce qu'on a une idée de la temporalité? À partir de quand, en fait, les établissements doivent s'interroger sur, ces possibilités de recruter, via l'apprentissage? Est-ce que, là, on rentre dans une période, propice au niveau du timing pour conclure, en fait, ces contrats d'apprentissage et peut-être se lancer dans une campagne de recrutement? Alors, on conseille même de le faire un petit peu avant, si c'est possible. La période charnière, c'est le mois de juin. C'est là où, comme on dit, les meilleurs apprentis, en tout cas ceux qui anticipent au mieux leur recherche d'alternance se fait. C'est bien si on a un mois ou deux avant, de réfléchir avant sur quelles sont les formations les plus adaptées, de quelles activités j'aurais besoin, qu'est-ce que je pourrais confier à l'apprenti et quelle est la formation qui aurait dans son référentiel ces activités-là pour pouvoir être bien aligné entre ce que je peux faire à mon apprenti et l'adéquation avec sa formation. Donc, l'idéal, c'est de commencer au mois de mars-avril à se poser les questions et le recrutement, c'est le mois de juin-juillet pour avoir un apprenti qui puisse commencer au mois de septembre. On sait que, la proximité, c'est essentiel, hein, à la fois pour le recrutement, de l'apprentissage parce que peu sont véhiculés où il y a des difficultés. Du coup, en fait, il faut vraiment pas hésiter à se rapprocher, en fait, du CFA, en réseau ou sur son territoire pour, en fait, porter candidature au niveau de l'établissement en disant: «Voilà, nous pouvons être employeurs. Est-ce que, vous avez aussi des apprentis à nous recommander?» Ça peut être aussi, faire réseau, dans ce sens-là avec les CFA? La proximité, elle est extrêmement importante, surtout dans votre branche. La mobilité d'un jeune en CAP, il ne peut pas avoir son permis, il dépend des transports en commun. Donc, il va avoir un périmètre qui va être extrêmement faible, à moins que votre établissement soit doté d'un internat. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir contacter les CFA à proximité. Et on l'a vu, ils peuvent être facilitateurs. Ils peuvent vous donner, vous sélectionner des apprentis. Ils peuvent vous indiquer la formation qui est la plus adaptée en fonction de vos besoins. Ils peuvent aussi assurer la présélection totale où vous proposez 2-3 apprentis que vous pouvez rencontrer. Ils peuvent vous aider à compléter le CERFA. Ils peuvent vous donner des informations sur les aides financières, le coût du
contrat dans sa manière large. Donc, vraiment, le plus facile pour faire de l'apprentissage, c'est vraiment de se mettre en réseau avec le CFA le plus proche de votre établissement et vous verrez qu'ils vont vous faciliter de manière extrêmement importante ce qui peut paraître au départ un petit peu chronophage ou complexe quand on voit ce dispositif de la première fois. Merci. Donc, on voit que les CFA sont donc aidants. Est-ce qu'il existe d'autres relais pour l'apprentissage? On peut par exemple penser à Acto, qui en fait dispose à la fois sur son site internet de fiches pratiques, de guides et de simulateurs aussi pour calculer en fait le salaire. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations sur le lien avec Acto au niveau du conseil et de l'accompagnement des établissements? Alors, comme vous le savez, de la loi en 2018, Avenir professionnel, a fait un grand changement dans le monde de ce qu'on appelait autrefois les OPCA, qui sont devenus des opérateurs de compétences des OPCO. Autrefois, c'était Opcalia qui vous accompagnait. Maintenant, c'est Acto. Et sur le site d'Acto, vous avez énormément d'informations sur l'apprentissage avec des outils. Vous avez même une carte interactive qui va pouvoir vous montrer les établissements qui sont en proximité du vôtre. Vous aurez les numéros de téléphone, vous pourrez les contacter directement. Vous avez un guide de l'apprentissage que vous pouvez télécharger qui vous donne pas à pas toutes les étapes pour conclure un contrat d'apprentissage, une FAQ pour toutes les questions que vous proposez, et puis la possibilité de rencontrer un conseiller qui vous donnera cet accompagnement individualisé pour pouvoir accéder aux informations. Donc, beaucoup d'informations disponibles, la capacité à être accompagné et de bénéficier de tous ces outils qui sont pédagogiques et vous permettront de faciliter l'accès à l'apprentissage. Merci pour ces éléments. Donc, on voit bien en fait que la branche des établissements d'enseignement privé est un terrain propice au recrutement via l'apprentissage. Donc, on espère que ce webinaire consacré à ce bilan positif et prospectif pour nos établissements a répondu à peut-être des questions que vous pouviez vous poser ou à lever en fait certains doutes que vous pouviez avoir sur le recrutement par l'apprentissage. Sachez que ce webinaire donc sera disponible en replay et on va mettre aussi à disposition le PowerPoint de présentation et également le rapport de cette étude. Encore un grand merci Catherine pour toutes ces explications, cette présentation très claire et pour cette année en fait passée à accompagner nos établissements au contact que vous avez eu auprès des établissements avec qui vous avez mené les entretiens. Donc un grand merci pour ces travaux et cette restitution. Merci à vous, Ali. Merci, à bientôt. Merci.